textes ouverts et Justine a les moyens de les couper elle-même. Visea, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est une entreprise qui a plus de 15 ans d'expérience et qui travaille sur la construction de la ville et des territoires durables au travers à la fois de l'échelle du bâtiment à l'échelle du grand territoire et au travers tout un champ d'expertise qui vont de la mobilité à l'énergie en passant par le carbone, la nature en ville, l'économie circulaire, la santé. Et aujourd'hui, on cherche également, on travaille de plus en plus avec également des partenaires, non plus uniquement sur les territoires, mais auprès des entreprises privées. Ce travail qu'on mène au quotidien avec les décideurs publics, les constructeurs, nous amène à proposer, en tout cas c'est ce qui nous anime, à co-construire la plupart de nos projets. Et c'est dans ce cadre en fait qu'on pratique la concertation depuis des années. Et la crise aujourd'hui a vraiment entamé en fait cette pratique, qui était une pratique, je dirais, assez très physique de la concertation, avec beaucoup de travail, de forums ouverts, de World Café en présentiel. Et l'arrivée de la crise, il y a maintenant presque un an, a complètement rebattu ces cartes-là. Et ce séminaire, en fait, on en a eu l'idée parce que depuis 6 mois, on a cherché bien avant, mais on a trouvé des solutions pour essayer quand même de continuer à co-construire nos projets. Et ce qu'on vous propose là, c'est vraiment 6 mois en fait, de retour d'expérience, d'apprentissage, d'expérimentation que nous avons conduit pour essayer, malgré les circonstances, malgré la distanciation sociale, de proposer des outils, des méthodes, des pratiques qui permettent quand même d'avancer aussi bien sur des projets urbains que sur des projets, des plans de mobilité, des plans climat, des documents d'urbanisme et encore d'autres projets très certainement. Comment va se dérouler l'heure qui vient? Ça va être interactif et ça sera le rôle de Justine qui vous a accueilli tout à l'heure de vous montrer comment ça peut se passer, une réunion dématérialisée. Amélie Toussaint, donc chef de projet à Grand Paris Grand Est, vous présentera le retour d'expérience de la concertation que nous avons conduit avec elle sur le plan climat. Benjamin Tabar, du pôle mobilité, vous fera également un retour d'expérience sur ce que peut être un exemple de cartographie participative, totalement donc dématérialisée. Et puis enfin, pour finir, Antoine Duhamel du pôle territoire a essayé de brosser en fait les clés de la réussite d'une concertation dématérialisée, de ce nouveau mode. Quelles sont les clés pour réussir votre prochaine concertation dématérialisée? Très bon webinaire à tous et Justine, c'est à toi. Il faut activer ton micro, Justine. En effet, c'est une bonne idée. Donc, merci Laure. La première chose, ce premier temps, finalement, je vous propose, plutôt que de partir un peu dans la théorie, de tester directement les outils de concertation que nous, on utilise. Donc, pour ça, je vais vous inviter à utiliser Klaxon avec une première animation qui va être un nuage de mots. Donc, si vous voyez bien ma présentation, vous pouvez directement cliquer sur le lien qui apparaît. Sinon, il y a Antoine qui doit le remettre normalement à chaque fois dans le chat. Il l'a très bien fait, donc c'est parfait. Et ensuite, vous allez arriver sur une page d'accueil et c'est moi qui vais vous guider, en fait, dans cette animation. Donc, l'idée, c'est qu'on commence par un nuage de mots. Je vais lancer une animation nuage de mots pour laquelle je vous demande en fait de dire ce que vous inspire, ce que vous évoque la concertation dématérialisée en un mot. Donc là, normalement, c'est lancé et vous avez 2-3 minutes pour réagir, écrire un mot. Et à nouveau, si vous avez le moindre souci, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à contacter Antoine. Donc, je vois des mots qui apparaissent, c'est bon signe. Alors, si je vous le commande directement en live, pour l'instant, ce qui ressort, c'est le mot notamment distance, le mot numérique. Ensuite, on a quelques autres mots qui sont évoqués, comme la co-construction, le collectif, la complexité, les problèmes de connexion, le fait que ce soit collectif, difficile. On a l'accessibilité qui commence aussi à gagner en importance, le collectif également, la co-construction.
Donc on voit, bon, globalement, les thèmes qui émergent sont ceux qu'on comptait aborder aujourd'hui, donc tout va bien, hein. Comment gérer la question de la distance, comment gérer la question de la co-construction à distance. Il y a le mot innovation qui ressort également beaucoup. Donc en termes d'innovation, nous, c'est surtout les outils, on va vous présenter des types d'outils qui existent, bien sûr ce ne sont pas les seuls, mais de montrer comment on peut faire, notamment à distance, et comment ça peut fonctionner avec des outils d'animation, notamment. Ça continue de grandir. Bon, je vous laisse encore 1 minute. Non, apparemment, ça s'est stabilisé, donc on va pouvoir arrêter. Hop, voilà. Alors, je conclus ce nuage de mots. Vous pouvez recliquer sur la question directement pour avoir le résultat. Donc, ce qu'on voit dans le résultat, c'est ce que je vous disais, hein, ce qui ressort majoritairement, c'est le mot distance, le mot numérique, le mot collectif. On a ensuite quelques autres termes qui sont apparus comme le public, la co-construction, la connexion, les échanges, l'accessibilité, le fait que ce soit ambitieux. Donc ça, c'est intéressant, hein, c'est des éléments qu'on pourra voir tout au long de nos échanges, voir en quoi une concertation dématérialisée peut être efficace ou non, comment gérer au mieux et faire que tout le monde s'adapte aux différents outils. Et puis, derrière l'ambition, en tout cas, nous, on vous proposera notre modeste ambition, en tout cas en organisation, et on vous proposera des retours d'expérience aussi des différents intervenants. Voilà pour ce premier type d'animation. Donc, vous voyez, pour commencer une réunion, il est possible de faire ce nuage de mots pour avoir finalement peut-être une activité un peu brise-glace, notamment. Alors, ensuite, je vais vous proposer tout de suite un deuxième type d'animation qui, j'espère, pourra commencer à répondre partiellement à ces questions et qui va prendre la forme d'un quiz. Donc là, c'est un quiz en 3 questions. Je vous propose de répondre très rapidement à ces 3 questions et puis on reverra ensuite, bien sûr, dans le détail tout au long de ce webinaire, en fait, comment ça peut prendre forme. Je ne vais pas non plus vous spoiler sur ces éléments. Bon, là, je ne vois pas les réponses en direct, donc je vais attendre que tout le monde ait répondu pour pouvoir commenter. On a encore des participants qui arrivent. Bonjour, pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous invite tout de suite à cliquer sur le petit lien klaxon qui est sur l'écran. Justine, il y a également des micros qui sont ouverts. Des fois, on a des petits bruits. J'essaye d'en couper, en effet. Voilà. Je vous rappelle que pour le bon déroulement et puis le confort de tous, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros? Quand j'en vois un, je le fais, il n'y a pas de souci. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour répondre au quiz. Bon, si je me permets d'attendre, c'est parce que je vois quand même la jauge en fait de réponse au quiz. Donc moi, en tant qu'animatrice, ça me permet de voir en fait quelles sont les personnes qui répondent.
Bon, apparemment, ça se stabilise, donc je vous propose de clôturer. Donc, on a eu en résultat 70% de bonnes réponses. Bon, évidemment, ce n'est pas vraiment ce que je cherchais à faire par cette animation. Donc, on va tout de suite passer en fait à la description des réponses à ces questions. Donc, la première question, c'était: une concertation dématérialisée est-elle plus rapide à préparer et donc moins énergivore? La réponse, c'est non. En fait, c'est vrai que quand on fait une concertation à distance, ça demande une préparation qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus millimétrée. Donc forcément, on y passe plus de temps. Ça demande d'avoir des supports peut-être qui demandent un peu plus de technicité dans la préparation, en tout cas avec les outils qu'on utilise. Et bien sûr, ça demande aussi une formation pour les différents participants pour qu'ils puissent vraiment s'acculturer à ces outils-là. Donc ça, on en reparlera peut-être plus en détail tout à l'heure avec la présentation d'Antoine. Ensuite, la question: la concertation dématérialisée est-elle tout aussi efficace qu'une concertation en présentiel? La réponse était: ça dépend. Alors pourquoi ça dépend? On va en reparler également, mais en fait, la concertation, pour son efficacité, ça va dépendre des objectifs que vous vous donnez. Par exemple, si l'objectif c'est de former, de sensibiliser, d'échanger, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Par contre, si on est plus dans une démarche vraiment de coopération très fine ou d'apprendre à se connaître, de savoir si on est capable de travailler ensemble, c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué qu'en présentiel. Et si on a des objectifs tout simplement comme apprendre à avoir une bonne poignée de main bien ferme, là, en effet, ça va être complètement irréalisable à distance, même si c'est vrai que certaines universités commencent à avoir des petits programmes de robotique où on arrive à avoir des petits supports tactiles à distance. Enfin, toujours est-il que ça peut être efficace, mais qu'il faut vraiment bien définir ses objectifs et ensuite bien définir son public. En fait, chaque participant est unique, va répondre différemment aux outils et méthodes de concertation qui sont utilisés. Et donc, c'est finalement très important de savoir à qui on va s'adresser et de permettre d'avoir une adaptation à ce public, de faire quelque chose qui soit simple pour tout le monde et bien sûr de prévoir, si nécessaire, une formation à ces nouveaux outils informatiques. La dernière question, c'était: la concertation dématérialisée permet de réduire significativement l'empreinte carbone d'une concertation? La réponse était également: ça dépend. Ça dépend, pourquoi? Parce que ça dépend des habitudes. Si vous aviez prévu d'aller à votre concertation en présentiel, en voiture ou en avion ou en train, alors là, oui, évidemment, c'est assez facile de vous dire qu'à distance, ça aura moins d'impact. Par contre, dans toute dématérialisation, il existe des effets rebonds. C'est important d'en avoir conscience et de prendre aujourd'hui de bons réflexes. Un exemple, c'est par exemple si votre concertation en présentiel, vous y étiez allé à vélo ou à pied, en effet, on peut se poser la question du numérique. Le numérique a un impact. Si on prend l'exemple de l'audio, uniquement l'audio, ça va représenter pour 1 heure d'audio 20 grammes équivalent CO2. Donc ça, ce sont les derniers chiffres de l'ADEME, ce que je vais vous donner. Alors que si vous ajoutez la visio, vous triplez cet impact. Donc à nouveau, si on compare bien sûr à un déplacement en voiture, en avion, ça va avoir un impact plus important, mais il est important de savoir dès le début que ce n'est pas anodin. La visio, ça va avoir un impact, par exemple, et c'est aussi pour ça qu'on vous a demandé de couper les caméras lorsqu'on n'en a pas besoin. C'est ce genre de bons réflexes qu'il faut avoir en tête et qu'il faut acquérir. Pour compléter ton propos, Justine, ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que d'être derrière son écran, ça a un impact, donc autant être pleinement là, c'est-à-dire être disponible. Et on est tous confrontés à des réunions auxquelles on assiste à moitié, parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Et je ne doute pas que vous êtes tous bien présents derrière votre écran, mais en fait, voilà, ce n'est pas neutre, et donc c'est important d'en avoir conscience. Donc voilà pour cette première partie de test finalement. Maintenant, je vais donner la parole à Amélie Toussaint, qui est chef de projet chez Grand Paris Grand Est, avec qui on travaille notamment dans le cadre de l'élaboration de leur plan climat, air, énergie territoriale et qui a fait l'expérience de la concertation dématérialisée. Donc Amélie, je te laisse la parole. Alors Amélie, ne fais pas comme moi, n'oublie pas d'activer ton micro. Du coup, c'est toi qui fais la présentation ou c'est moi qui la partage? Ah, je t'entends plus. Elle est en ligne, Amélie. Pardon, en fait, c'est moi qui la présente, tu n'as juste qu'à dérouler ton discours.
Alors, effectivement, donc moi je m'appelle Amélie Toussaint, je suis chef de projet plan climat air énergie pour Grand Paris Grand Est, un établissement public territorial qui est assez jeune puisqu'il a été créé en 2016 au moment de la loi NOTRe. Et donc, qui se situe en Seine-Saint-Denis, à l'est de la Seine-Saint-Denis, un territoire assez contrasté, je pense que son principal trait de caractère, c'est ces contrastes avec quelques pôles de développement économique comme Rosny, Noisy-le-Grand, des villes beaucoup plus villages en périphérie et presque au milieu des champs, une ville, le Raincy, qui est censée être, enfin qui est la plus riche de Seine-Saint-Denis, qu'on surnomme souvent le Neuilly de Seine-Saint-Denis, qui est le Raincy, et des villes et quelques villes qui sont concernées par la géographie prioritaire. Donc voilà, un territoire tout en contraste. Et moi, donc, je suis chargée d'élaborer le plan climat air énergie territorial. C'est une stratégie sur 6 ans qui vise à améliorer la qualité de l'air, réduire les consommations d'énergie, adapter le territoire au changement climatique. Et alors nous, on y a ajouté un enjeu important qui nous semble très important, c'est l'amélioration de la santé. Donc voilà, un enjeu qu'on essaye de diffuser de manière transversale dans toutes les actions et dans tous les axes de notre plan climat. Donc c'est dans ce contexte-là donc on a souhaité mettre en place une concertation des acteurs locaux. Donc le plan climat, c'est un plan qui se déroule un peu en 3 temps, si vous voulez, bon, comme pas mal de documents de programmation urbaine. C'est tout d'abord un diagnostic, puis on élabore à partir de ce diagnostic de territoire des orientations stratégiques, et enfin un plan d'action concrète à mettre en place pour atteindre les objectifs donc d'amélioration de la qualité de l'air, de santé, d'environnement et de baisse des émissions de carbone. Donc voilà, donc dans ce cadre-là, on a dû organiser 2 temps de concertation, donc un premier en dehors avant la crise du Covid, donc en novembre 2019. Donc voilà, en fin de phase de diagnostic, pour proposer aux acteurs de contribuer à ce diagnostic et surtout de proposer des pistes d'action pour faire décoller le plan climat. Et puis cette année, en deuxième phase, en phase de construction vraiment du plan d'action, on souhaitait vraiment, et c'est vraiment important, puisque comme vous le savez, donc un plan climat, c'est une stratégie qui doit absolument enfin voilà, si on veut qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit acceptée. Il faut que les acteurs du territoire et toutes les parties prenantes d'un territoire puissent s'y embarquer. Et donc, il était important qu'on associe les acteurs locaux, donc à savoir les associations locales, les élus locaux, les entreprises, les établissements scolaires, les établissements de santé, mais également des acteurs extérieurs pour alimenter notre réflexion, donc des experts sur la qualité de l'air, sur l'environnement, les institutions, des autres collectivités, etc. Donc, c'était vraiment important d'associer ces acteurs à la construction du plan d'action. Cette deuxième instance de concertation devait avoir lieu en juin 2020, et pour vraiment être au moment du plan d'action. Et puis on l'a repoussé, comme je pense pas mal d'événements de confinement en confinement, en se disant non, on peut pas le faire maintenant, faut repousser. Et puis en plus il y a eu les élections qui ont été décalées, enfin bref, donc, tout un tas de contraintes qui nous ont poussé à décaler. Puis au bout d'un moment on s'est dit mais il faut se lancer absolument. Donc tant pis, on pouvait toujours pas prévoir quelques mois à l'avance un événement présentiel avec une centaine d'acteurs, c'était évidemment impossible. Donc on s'est dit il faut se lancer. Donc on avait des objectifs, notre objectif principal, c'était de construire les projets du plan d'action, donc les actions du plan d'action, avec les acteurs locaux que je vous ai cités et les partenaires. Donc ça, c'était notre objectif principal. Et il a fallu donc faire preuve d'un peu de créativité pour pouvoir mettre en place cette concertation à distance. Donc associer une centaine d'acteurs à l'élaboration d'actions concrètes. Nous, on avait déjà élaboré des pistes d'action à partir du diagnostic. On avait profité du confinement pour, avec les villes, et les partenaires institutionnels, proposer une trentaine d'actions, de fiches actions, mais il fallait qu'on les développe, ces fiches actions, il fallait avec les participants, du coup, qu'on construise la manière de les mettre en œuvre, donc quelles sont les étapes des fiches actions,
avec quels partenaires on peut travailler. C'était aussi l'occasion pour les acteurs locaux de devenir aussi nos partenaires, enfin, en tout cas ceux qui ne l'étaient pas encore, et de se faire connaître. Donc voilà, donc c'était un certain nombre d'objectifs et un certain nombre de contraintes aussi, parce que 100 personnes à associer à distance à voilà, une trentaine de fiches actions, donc il a fallu vraiment faire preuve de créativité. Donc avec Visea, Visea m'a beaucoup aidé dans la conception de cette instance de concertation. Sachant que la distance présente, hein, bon, voilà, il y a eu le petit quiz hein, qui avait fait mettre vos réactions vis-à-vis et peut-être vos appréhensions vis-à-vis de la distance. Moi, j'en avais énormément. On sait que la distance, donc les réunions à distance, donc ça se fait, hein, c'est facile à faire. Il suffit d'avoir un outil de visio, mais la réussite d'une réunion à distance, c'est pas donné d'avance. Souvent, il y a plusieurs difficultés qui peuvent se présenter. Il y a la difficulté de prendre la parole. C'est pas facile de demander, de lever la main, de se faire repérer, de prendre la parole. Les échanges sont moins fluides parce qu'on va pas. C'est difficile d'interagir directement avec quelqu'un qui dit quelque chose et de répondre à la question. Enfin voilà, les échanges sont moins fluides. Difficulté de prendre la parole. Parfois, comme le disait Justine, un peu de passivité. C'est vrai qu'on a tendance, comme on est derrière son écran, à finaliser un petit document à côté, avancer un travail de l'autre. On suit, mais peut-être sans suivre vraiment. Et voilà. Et nous, on avait vraiment besoin que ce temps, ce soit un temps de production et pas juste un temps descendant d'information. Enfin, c'était vraiment pas l'objet. Donc voilà. Donc avec Justine et Laure, on a travaillé sur un mode d'animation qui m'a permis, donc, grâce à l'outil que vous voyez, la Klaxoon, de créer donc 6 ateliers thématiques, donc pour chaque thématique du plan d'action. Donc chaque thématique du plan d'action, donc 6 ateliers thématiques, 3 par 3, donc 3 en simultané, puis 3 autres en simultané. Alors on avait évidemment besoin du coup de 3 animateurs, donc Laure a fait une animatrice, Justine une autre, et puis moi j'ai animé le 3e atelier, dans 3 salles différentes. Comme ici, un peu, on a eu un premier temps d'accueil des participants, puis de redirection, donc sur un outil de visioconférence qui était Teams d'ailleurs, et puis de redirection dans les bonnes salles, pour expliquer, et d'explication aussi du fonctionnement du Klaxoon. Donc voilà, au début, ça pouvait être un petit peu compliqué, certaines personnes se perdaient un peu dans l'espace Klaxoon, mais bon, finalement, tout le monde a réussi à le prendre en main. Je ne crois pas qu'on ait perdu des participants à cause de l'outil informatique. Et pourtant, on avait vraiment tout type de participants. Hein. On n'avait pas que des jeunes très assidus de l'outil informatique. On avait également vraiment des gens de tout âge, de tout type, des gens qui ne travaillaient pas forcément sur un ordinateur toute la journée. Et finalement, voilà, les gens se sont quand même bien appropriés l'outil. Donc voilà, sur l'outil, le mode d'animation, donc dans chaque atelier, on a proposé, on a refait un bref rappel de la thématique de l'atelier, très rapide, vraiment en 5 minutes, quelques éléments de diagnostic pareil en 5 minutes, et puis ensuite on a décliné fiche action par fiche action, donc comme vous pouvez le voir dans l'écran, et donc on a demandé aux participants de nous aider à les compléter, donc ces fiches actions étaient pré-rédigées, on va dire, pour quand même faire des propositions, pour que ce soit pas juste juste un espèce d'énorme brainstorming. On voulait vraiment aller dans le concret avec les participants. Et donc, on leur a proposé de faire leurs propositions en termes de mise en œuvre de l'action. Quelle est la première étape du projet? Avec quel partenaire on peut travailler pour faire aboutir cette action? Et quels pourraient être les financements qu'on pourrait trouver? Quel pilotage? Quelles sont les conditions de réussite, etc. Donc à chaque fois, lecture de la fiche. On laissait 5 minutes aux participants pour envoyer leurs post-it. Alors je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement de Klaxoon, mais on peut créer des petits post-it et les envoyer et les positionner où on veut par rapport à l'espace. Donc ils pouvaient les mettre dans l'espace dédié à la mise en œuvre de l'action, quelle est la première étape, quel est le partenariat. Et ensuite, l'animateur prenait un petit temps pour lire toutes les propositions et donner la parole ensuite 5-10 minutes aux échanges pour les participants qui souhaitaient réaffirmer une idée, corriger une idée, en rajouter une ou réagir à l'idée de quelqu'un d'autre. Donc un temps d'échange de 10 minutes. Et puis on passait à la fiche suivante. Et honnêtement, ça a assez bien marché. Il y a eu énormément de... Donc moi, je pense que c'était plutôt une réussite. On a eu une centaine de participants en tout, sur tous les ateliers. On avait pourtant des ateliers assez chargés. Normalement, chaque atelier, on visait une quinzaine de participants. Il y a eu des ateliers, on en a eu 30.
Et malgré tout, il y a quand même une forte participation, beaucoup de post-it, beaucoup de créativité. Voilà, des post-it très variés, des idées variées. Et du coup, je pense qu'on peut dire que, enfin, en tout cas, bon, il y a peut-être ça a peut-être étudié, mais je pense que l'écueil de la passivité, justement, j'ai l'impression, a été évité. En tout cas, enfin, voilà, en tout cas, il y avait vraiment de la participation. Et quand on voyait les noms des participants, on voyait que à peu près tous avaient au moins réagi et émis une idée. Donc là-dessus, vraiment, ça a été une réussite. On a obtenu la matière dont on avait besoin pour finaliser ce plan d'action. Il y a eu évidemment des petites difficultés. Alors, les petites difficultés qu'on peut citer, ça peut être alors l'organisation en amont. Donc, Justine, tu as raison, c'est absolument pas. Et donc, c'est Justine surtout qui a préparé les supports, les supports d'animation. Parce que moi, je connaissais pas bien l'outil à la base. Donc, ça demande un gros temps de préparation en amont. Il y a un petit stress aussi au moment où on se lance. Donc, on se dit, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont réussir à se connecter? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que même nous, on va pas avoir des problèmes de connexion et l'animation va pas planter? Donc ça, c'est un peu toujours le stress du technique, de la technique, du fonctionnement de la technique. Quelles autres difficultés? Oui, mais il y a quand même eu des petits problèmes de connexion au départ, des gens qui ont un petit peu mal à prendre en main l'outil, ça je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, finalement, tout le monde y est arrivé. Et il y a quand même des petits points positifs. Moi, je suis pas une fervente défenseuse de la participation à distance et des réunions à distance. J'ai hâte qu'on puisse refaire des réunions en présentiel. Mais ceci dit, il y a des choses enfin, moi, que j'ai pu observer et j'ai l'impression qu'ils sont peut-être des atouts par rapport à une réunion en présentiel. C'est par exemple, donc dans ces réunions, on avait des élus, on avait des associations, on avait des entreprises, on avait tout type de personnes. Et dans une réunion en physique, ces types de personnes, parfois, il y en a qui auraient pu avoir du mal à s'exprimer. Par exemple, s'exprimer face à un élu, etc. Là, la distance, j'ai trouvé, a permis, enfin, j'ai l'impression, hein, c'est peut-être qu'un sentiment, mais de mettre un peu les gens sur un pied d'égalité. Et le fait de participer via des post-it, bon, c'est moins humain, mais on n'est pas obligé de signer le post-it, on n'est pas obligé de s'afficher, de se lever pour le présenter, ce qui peut être un peu angoissant. Voilà, on aimait son idée, c'est quelque part, je pense que ça a permis peut-être de libérer aussi certaines réticences parfois à participer. Donc voilà, après, on ne sait pas comment ça aurait été, ça aurait été exactement pareil, voire mieux encore en présentiel. Mais ceci dit, voilà, je pense qu'il y a des petits atouts comme ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, ça peut avoir lieu aussi en présentiel, mais c'est qu'on avait directement bah, la matière brute, puisque c'était voilà, des visuels on a pu faire une capture d'écran et ensuite les garder, bien conserver toutes ces idées et les exploiter pour la finalisation de ce plan d'action. Voilà, en tout cas Merci moi, Amélie. voilà, c'était une bonne expérience. Merci Amélie pour ce partage d'expérience. Il y a des questions, je propose qu'on laisse du temps pour la fin justement pour aborder. Il y a des questions assez intéressantes qui ont été posées dans le chat, mais qu'on déroule la suite et après qu'on consolide. Certaines réponses vont être données déjà dans le fil de présentation. Voilà, et pour le reste, on prendra du temps bien sûr à la fin pour échanger et puis pour apporter des réponses à ces questions. Je vous propose de continuer avec une présentation de Benjamin, qui est chargé d'études au pôle mobilité de Visea et qui va vous parler de cartographie participative numérique. Bonjour à tous. Merci Justine. Donc, je fais partie du pôle mobilité de Visea. Donc, on travaille sur des études, sur tout type d'études mobilité, sur des schémas directeurs cyclables, sur des plans de déplacement, des plans de mobilité simplifiés. Et on a utilisé cette méthode de cartographie participative sur différents types d'études. Donc, je vais vous faire un retour d'expérience aujourd'hui. Alors, les différents enjeux de la cartographie participative sont tout d'abord d'intégrer une expertise d'usage aux études cartographiques. Ça permet de confronter différents types de données, les données froides du territoire, les aménagements cyclables,
les aménagements des modes actifs, la hiérarchisation du réseau routier, les pôles générateurs de flux recensés. Donc ça nous permet d'avoir et les données du territoire et les données usagées, les ressentis des usagers. Ça nous permet de récolter donc, des données géolocalisées afin de pouvoir les combiner sur notre outil de cartographie de système d'information géographique. Et ensuite, à la suite, d'élaborer une étude qui réponde aux attentes, qui réponde aux besoins des usagers, de définir une stratégie qui soit cohérente avec les besoins du territoire. Les différents usages associés qu'on peut réaliser sont, on peut l'utiliser en concertation dans les différentes phases. L'outil, la méthode peut être adaptée et personnalisable en diagnostic, en phase scénario, en phase de plan d'action. On va parler de choses différentes, mais il y aura toujours ce besoin de géolocalisation. Une communication sur l'avancée de l'étude. On peut faire une communication en fin d'étude et avec une récolte de données techniques sur les aménagements, le stationnement, les services associés. Tu peux passer à la... donc, différents de freins et avantages. Donc, tout d'abord, différents freins. On a une adaptation qui doit être faite à chaque cartographie des usagers à l'outil, d'avoir un outil qui soit le plus simple possible, simple d'utilisation, ne pas ressembler à un outil technocrate compliqué de SIG. Il y a de plus une représentation inégale des publics parce qu'on a besoin d'une connexion Internet et le rapport au numérique n'est pas le même chez tous les usagers et ne remplace pas l'expertise technique qu'on aura à la suite de la récolte de données. Mais donc les avantages de cette cartographie, c'est la disponibilité. On peut y répondre quand on veut, en rentrant du travail, le matin, pour les usagers. On peut réaliser des cas d'usage donc grâce à l'adaptabilité de la méthode. On peut l'appliquer à tout type d'études et de phase de l'étude. On a une géolocalisation des contributions qui permet une bonne intégration dans notre outil SIG et d'avoir donc cette expertise par la suite en combinant données des usagers et les données du territoire pour élaborer une étude cohérente avec les besoins du territoire. Tu peux passer à la slide suivante. Donc ici, quelques retours d'expérience. On a utilisé donc, cette méthode de cartographie participative dans pour différents besoins. On a utilisé pour construire un projet avec des élus en recensant les attentes des élus, les besoins, les différents projets qui sont en cours, les réflexions sur un territoire. On a utilisé aussi cet outil pour pouvoir recenser techniquement les aménagements et notamment donc sur la carte en haut à droite, on a parlé pas mal stationnement vélo. Quelle offre de stationnement vélo est présente sur le territoire, ce qui nous permet sur un territoire qui est assez grand, assez vaste, de récolter le maximum de données auprès des communes, d'avoir une perception du réseau de la part des usagers pour les habitants et les attentes des habitants pour l'élaboration du plan d'action. Où est-ce que les actions vont devoir être localisées pour résoudre les différents problèmes. Et pour avoir une cartographie participative qui soit la plus utilisée, il faut élaborer donc une stratégie de communication de la part de la collectivité ou du client qui la met en œuvre via les réseaux sociaux, site internet, via la presse.
Oui. Ensuite, une simplicité d'outils, d'avoir le moins à chercher où contribuer, d'avoir un outil adaptable en fonction des usagers cibles du territoire, d'avoir des données exploitables pour la suite de l'étude, donc d'avoir un outil qui soit disponible et d'être disponible en cas de problème technique. On est joignable par les usagers et de disposer de mesures compensatoires pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet, qui ont des difficultés à accéder à l'outil. Donc, par exemple, de proposer à la collectivité des cartes en format papier et de récolter les données en mairie, dans les équipements publics, les différents équipements publics. Donc, cette cartographie participative, il y a des choses à mettre en place en complément de cette cartographie participative, mais c'est quand même un outil qui nous permet d'élaborer des études très intéressantes et cohérentes. Merci Benjamin. Alors, je note bien toutes vos questions qui arrivent au fur et à mesure. Il y en a peut-être quand même une à laquelle tu peux répondre maintenant, Benjamin. La question a été posée, quel est l'outil pour cette cartographie participative? Oui, oui. Alors l'outil, donc on a pour l'instant développé un outil avec l'entreprise LeaseMap, 3 Lease et le logiciel LeaseMap. Cette cartographie participative. Merci. Écoutez, il y a beaucoup de questions qui apparaissent, mais c'est vrai qu'on a encore quelques éléments qui vont peut-être y répondre. Et si ce n'est toujours pas le cas, bien sûr, on prendra du temps à la fin pour y répondre. Je vous propose de passer à la suite avec une présentation d'Antoine qui va vous expliquer en fait quelles sont, selon nous, les clés de réussite de la concertation au regard de la dématérialisation. Bonjour tout le monde, merci Justine. Pour me présenter rapidement, Antoine Duhamel, donc je suis chargé d'études au sein du pôle territoire du bureau d'études BISEA. Et après 6 mois d'expérience de la concertation dématérialisée, on voulait partager justement comment on avait interrogé les clés de réussite d'une concertation pour les amener à des clés de réussite de la concertation numérique. Puisqu'il semble important de le rappeler, une concertation numérique reste avant tout une concertation. Tout d'abord, on l'a cité, est-ce qu'on peut atteindre les mêmes objectifs lors d'une concertation numérique? Ça dépend. Effectivement, c'était la question du quiz. Si on souhaite créer du lien autour d'un café, des liens informels, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire pendant une concertation numérique. Par contre, si on se pose la question de l'échelle de participation, qui est une référence, eh ben de informer jusqu'à co-décider, c'est quelque chose qu'on a réussi et qu'on réussit à développer avec nos partenaires. Et vous avez eu par exemple le retour de Amélie Toussaint sur le PCAET Grand Paris Grand Est. Il se pose la question effectivement de avec qui on fait la co-construction, de quel est le public ciblé. Est-ce qu'on peut cibler les mêmes publics? J'ai vu que c'était une question qui était arrivée dans le chat. Effectivement, dans le nuage de mots, on a pu voir arriver la question de la fracture numérique. La fracture numérique qui peut être scindée en deux. La question finalement de l'accès à l'équipement et la question de l'usage de cet équipement. Et sur cette question d'usage, on a décidé d'accompagner un maximum de personnes. L'objectif de ces concertations n'est pas justement d'avoir une marge de personnes sur le côté et qui ne peuvent pas participer à la co-construction. C'est pour ça que lors de chaque organisation de concertation, comme on l'a fait aussi également pour ce webinaire, il y a toujours une assistance technique qui est prévue. On communique en amont un numéro de téléphone, une adresse email et on essaye d'accompagner le plus grand nombre de personnes pour prendre en main les outils numériques qui peuvent être nouveaux pour certains, puisque effectivement, on l'a cité, l'organisation d'une concertation numérique nécessite de mobiliser de nouveaux outils. On a, à travers une organisation plus fine, plus millimétrée,
quelque chose qui est nécessaire, c'est avant tout d'avoir une salle. Comme on a une salle en concertation, il nous faut une salle en concertation numérique. Nous, chez Visea, on s'est appuyé sur Teams pour créer des salles numériques. Il existe d'autres outils tels que Zoom ou autres. Et donc, on communique en amont le lien pour que les personnes puissent se connecter, puissent arriver effectivement dans ces salles numériques et participer. On communique également en amont des tutoriels techniques pour prendre en main. Alors ici, c'est nous, notre support, c'est le logiciel Klaxoon qui nous permet d'interagir au maximum. Ça permet de créer des animations, ça permet de partager des idées, créer des liens d'idées, ajouter des images. C'est vraiment un outil d'expression, mais qu'il faut prendre en main. Et donc, c'est pour ça qu'on communique en amont des tutoriels techniques. C'est quelque chose effectivement qui est nouveau et qui vient avec la concertation numérique. Il y a également la question qui arrive, c'est comment on organise, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'on doit planifier. On a pu établir au fur et à mesure des mois 3 règles d'or. La première, c'est garantir un support technique. Je l'ai évoqué, l'objectif, c'est de pouvoir inclure tout le monde, de ne laisser personne en dehors de la co-construction. Le deuxième, c'est de s'inscrire dans la temporalité de la dématérialisation. Le temps passe plus vite en numérique. On doit créer peut-être des animations plus simples ou pour atteindre les mêmes objectifs, prévoir un peu plus de temps. Ça, c'est un retour d'expérience qu'on a eu et maintenant, on arrive justement à s'appuyer là-dessus. Et également, faire appliquer les règles de bonne conduite, effectivement, pour le bon fonctionnement de la concertation numérique. On a eu, par exemple, tout à l'heure, le micro non coupé qui capte une conversation téléphonique ou couper les caméras qui permettent de fluidifier les connexions Internet et donc à tout le monde, même ceux qui ont une faible connexion Internet, de participer. Et puis également, tout simplement, d'utiliser l'outil « lever la main » pour demander à intervenir au cours de la concertation. Et tous ces outils, ces règles, elles s'inscrivent dans une nouvelle notion qui est animée. Il a fallu également nous remettre en cause sur la façon d'animer une concertation. On n'anime pas de la même façon une concertation numérique et une concertation en présentiel. Ça demande plus d'efforts. On a cette image de fausse facilité d'être derrière son écran, alors qu'il y a finalement une multiplication des canaux d'expression. Il faut à la fois suivre le chat. C'est pour ça que lors des concertations ou des webinaires où il y a beaucoup de monde, on a un modérateur spécifique dédié, une assistance technique, puisqu'il y a des problèmes qui peuvent intervenir en plus. Et donc, on essaye de dégager au maximum l'animateur pour qu'il soit concentré à la fois sur la présentation et puis aller chercher les participants. On ne peut pas se reposer sur le langage non verbal. On n'a pas les hochements de tête, les regards qui nous permettent d'habitude de réagir, de rebondir, d'aller chercher l'information. Et donc, pour ça, on s'appuie sur les nouveaux outils. Donc le support d'interface qui est de mettre des post-it, de créer des liens entre des idées, de liker des liens. Et en s'appuyant sur ces nouveaux outils, on arrive à mieux capitaliser. On peut capitaliser très rapidement les échanges. On peut avoir des retours qui sont plus clairs, plus synthétiques, plus pédagogiques. On a quelque chose de peut-être encore plus interactif à la fin de la concertation quand on réalise une concertation numérique. Pour conclure sur ces 6 clés qu'on a pu interroger au regard du présentiel distanciel, finalement, les limites qu'on peut vraiment voir, c'est le discours et les échanges informels. On ne peut pas prendre un café, on ne peut pas chuchoter pendant les ateliers qui créent du lien. Mais par contre, dans cette période effectivement de confinement où la création de liens sociaux est très limitée, et ben finalement la concertation numérique permet de créer du lien, permet de faire rencontrer, de continuer à faire rencontrer les gens. Et je dirais presque qu'on est dans la continuité professionnelle des apéros visio qui ont pu être déployés au cours des premiers confinements. Voilà pour notre regard présentiel, distanciel. Quel bilan?
Merci Antoine. Et en effet, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu cette nécessité finalement de s'adapter à ces outils et qu'il y a une acculturation qui se fait de plus en plus. Et les problématiques qu'on peut éventuellement avoir aujourd'hui avec certains participants d'un point de vue technique, on peut espérer qu'elles n'existeront plus dans très peu de temps finalement. À présent, pour conclure, l'idée, c'était pas de vous laisser partir sans vous faire tester ce dont on a parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure, à savoir le fameux board. Donc, je vous propose une dernière animation qui fera office d'ouverture et qui va permettre d'engager aussi nos échanges et la réponse aux différentes questions. Donc, je vous invite à rebasculer sur Klaxon. Je vais lancer un board. Et sur ce board, je vous ai représenté 6 animations que l'on fait déjà à distance, que je vais vous présenter rapidement. Et l'idée, c'est qu'on échange ensemble pour savoir, au regard de ces animations-là, quelles sont celles qui vous parlent le plus. Je vais vous proposer dans un premier temps d'essayer de générer un post-it avec votre nom et de venir le positionner sur une de ces animations ou plusieurs en disant à quoi elle vous intéresse et pour quel type d'atelier. Et puis, dans un deuxième temps aussi, sentez-vous libre de créer d'autres post-it pour venir faire d'autres propositions que ce type d'animation. Alors, comme type d'animation, nous, on pratique à l'heure actuelle, par exemple, le forum ouvert qui a été testé avec Grand Paris Grand Est, qui permet de mobiliser un large nombre de personnes autour de thématiques qu'ils ont choisies et de les faire travailler ensuite en sous-groupe, ce qui est assez intéressant. On a ensuite la ronde d'atelier, qui est une technique d'animation où en fait on va définir des thématiques de travail et des petits groupes de travail vont travailler chacun de leur côté sur cette thématique. Il y a ensuite le World Café. Le World Café, c'est une technique qui est vraiment tournante, où là en fait l'ensemble des participants vont participer à toutes les tables, donc tous les thèmes, et venir tourner sur un laps de temps beaucoup plus court, par exemple que pour la ronde d'atelier. C'est par exemple tous les 20 minutes, ils changent de table et viennent enrichir le travail que les autres auront fait précédemment. On a ensuite, bien sûr, la cartographie participative que Benjamin vous a présentée, qui permet finalement d'intégrer l'expertise d'usage sur une cartographie territoriale. On a ensuite le jeu des 100 €, donc qui est un serious game, comme on appelle ça, qui permet en fait de venir hiérarchiser, prioriser des thèmes, des axes stratégiques pour savoir en fait sur quelles thématiques les participants sont les plus à même de venir travailler. Et enfin, on a la fresque du climat, donc qui est une animation qui a été développée bien sûr par l'association La Fresque du Climat, à laquelle Visea a été formée, qui permet vraiment de faire une sensibilisation aux enjeux du changement climatique. Donc voilà pour les 6 exemples finalement qu'on vous donne de concertation que l'on pratique à distance. Je vous invite à générer des post-it. Pour ça, vous allez voir sur votre écran en bas au milieu un plus gris cerclé d'un cercle orange. Si vous appuyez dessus, vous pouvez générer une idée. Donc, par exemple, si l'idée, c'est de venir vous positionner, voilà, je vois que par exemple, quelqu'un l'a déjà fait, mettez votre nom et puis éventuellement le type ce sur quoi vous aimeriez faire cette animation. Est-ce que c'est un plan climat? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, donc si vous avez un souci, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis bien sûr, si vous avez d'autres idées, s'il y a d'autres choses que vous pratiquez, que vous avez envie de pratiquer ou que vous allez pratiquer, n'hésitez pas à créer un post-it et à nous le dire pour qu'on en discute ensuite. Voici pour le dernier exercice que je vous demande et on va essayer de finir sur cet élément-là. Pendant ce temps-là, je vous propose de reprendre les différentes questions que vous avez pu poser. Donc, il y a une question très intéressante qui a été posée au début qui était concernant Grand Paris Grand Est, s'il n'y avait pas eu ce premier forum ouvert en présentiel, est-ce que les ateliers en distanciel se seraient passés de la même manière ? En effet, c'était les mêmes acteurs, donc ils s'étaient déjà rencontrés physiquement, donc ils se connaissaient, donc on peut supposer que si ça s'est mieux passé, c'était peut-être à cause de ça. Pour répondre à ça, on a des contre-exemples, on a des ateliers qu'on a lancés directement en distanciel pendant finalement le confinement sur lesquels les acteurs ne s'étaient pas rencontrés au préalable et qui ont également très bien fonctionné. Amélie, tu souhaites compléter ? Pardon, excusez-moi, je remets mon micro. En fait, pas tout à fait. On n'avait pas les mêmes invités au premier qu'au deuxième forum, et c'est pas du tout. Enfin, c'est pas des gens qui se connaissent. Il y en a certains qui se connaissent, évidemment. Les élus se connaissent entre eux, les associations souvent certaines se connaissent,
mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. Et au deuxième forum, on a eu voilà, des participants beaucoup plus variés. Donc je suis pas sûre que ça ait un lien en fait. Ouais, je suis Voilà. assez d'accord. Je suis assez Je pense d'accord que avec toi. Je pense que ouais, je pense que ça n'a pas modifié le fait qu'il y ait eu un premier forum. Je pense que ça n'a rien. En plus, c'était quand même 1 an avant. Donc voilà, le temps est passé. Enfin, voilà, je ne suis pas sûre que c'était pas un suivi assidu. Il n'y avait pas une dynamique vraiment enclenchée, régulière, de tous les mois, il y a une réunion et on continue, quoi. Oui, donc finalement, s'il y avait eu des acteurs communs, c'est vrai que c'était pas la majorité. Oui, voilà, il y avait évidemment des acteurs communs, par exemple les services des villes et de l'EPT, donc ceux-là, voilà, ils se connaissent entre eux, les élus se connaissent entre eux, mais non, il y avait plein d'acteurs qui étaient nouvellement associés, qui étaient rentrés dans la boucle entre-temps, donc non, c'était assez, je pense pas que le fait qu'il y ait eu une réunion avant ait changé les choses. Ensuite, il y a une remarque qui a été faite sur le fait qu'en présentiel, on peut aussi utiliser des outils de type post-it qui permettent à chacun de s'exprimer. En effet, d'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on faisait en présentiel. On a essayé de l'adapter à distance. L'idée du distanciel, c'est vraiment de se dire, on arrive à avoir une certaine participation en présentiel. Comment on peut arriver à des objectifs à minima, enfin à des résultats à minima aussi efficaces. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire en présentiel qui ressemblent à ce qu'on vous propose aujourd'hui, mais c'était tout l'objet. C'était de réussir à retrouver cette même efficacité. Et on pourrait de la même manière y aller plus loin. Alors d'autres, on n'a pas pu tout mettre, mais on peut imaginer aussi travailler sur, par exemple dans le cadre d'une opération urbaine, travailler sur un plan qu'on met à disposition avec des idées, avec des dessins. En fait, le champ aussi de créativité peut être presque aussi large que celui qu'on aurait à étaler un plan sur une table et à réfléchir ensemble. La seule différence, c'est qu'effectivement, la distanciation fait que les gens, et ça a du bon côté et du mauvais côté, les gens parlent les uns après les autres, s'expriment, et donc on peut écrire tous en même temps. Par contre, pour l'expression orale, on est obligé de parler les uns après les autres. Ce qui est à la fois plus intéressant puisqu'on entend vraiment ce que chacun a à dire, mais ce qui limite aussi, et en termes de fluidité de débat ou de sentir peut-être une réaction informelle, quelqu'un qui n'oserait pas s'exprimer, ça c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, on avait la question de la jauge maximale de personnes par salle. Bon, ça a été répondu dans le chat, mais quand même, pour rappel, c'est de la même manière qu'en présentiel. En fait, on va avoir des difficultés à recenser les avis de tout le monde à partir du moment où on sera plus que 20 en sous-groupe. Donc, l'idée, c'est qu'on s'est fixé cette même jauge sur la dématérialisation. Pour autant, on n'a pas interdit, par exemple, sur Grand Paris Grand Est, à des personnes de participer à des ateliers. Et c'est vrai que sur certaines salles, on s'est retrouvé à plus de 20 personnes, presque une trentaine. Ça a tout de même fonctionné. Mais on met quand même un point d'attention qui est de dire, pour essayer de maintenir un maximum la participation de tout le monde et l'attention de tout le monde, la jauge pourrait en effet être à peu près 20 personnes. Bien sûr, ça dépendra du type d'animation, de ce qu'on cherche à faire, mais c'est une règle d'ordre un peu générale qui, pour l'instant, fonctionne bien. Pour compléter, en fait, la jauge est beaucoup plus élevée pour tout ce qui est production écrite, c'est-à-dire que la dématérialisation vous permet d'ouvrir à l'expression type post-it beaucoup plus grand que ce que vous auriez en présentiel. Par contre, si vous voulez des débats et des échanges, là, on est quasiment même moins que sur du présentiel. C'est-à-dire qu'au-delà en fait, en réalité, en dématérialisé, les échanges d'un groupe de 12 personnes vont tourner autour de 6, 7, 8 personnes. Là où en présentiel, vous pourriez aller jusqu'à 15 et aller chercher la parole de chacun. Donc en fait, il faut comprendre cette différenciation entre capacité d'expression écrite au travers de l'écran, qui elle est beaucoup plus importante, qui permet une jauge plus élevée. Par contre, une expression orale limitée, plutôt inférieure en présentiel. Amélie, tu voulais intervenir? Je vois que ta main est levée. Non. Du coup, si on passe à la question suivante, il y avait, touchez-vous le même public en atelier de concertation présentielle ou en concertation dématérialisée? Donc ça, il me semble que Laure y a répondu également. L'idée, c'est oui. En fait, à l'heure actuelle, de toute façon, quand on construit nos animations, on pense à un public cible. Donc, que ce soit en présentiel ou en dématérialisé, on va penser notre concertation pour un certain type de public. Et étant donné qu'on cherche à faire la même chose que ce qu'on faisait en présentiel, oui, on va toucher les mêmes publics.
Quel outil pour une cartographie participative? Benjamin y a répondu. Ensuite, Teams n'est-il pas plus complexe d'accès pour les personnes dans un environnement non Microsoft? Alors la question, en effet, nous, on utilise Teams. Teams, c'est un outil professionnel que l'on a. Il en existe d'autres, on en a testé d'autres. À l'heure actuelle, on ne rencontre pas forcément de difficultés avec Teams, ou en tout cas, le support technique qu'on avait jusque-là a toujours fonctionné. Je ne sais pas si des personnes qui utilisent un environnement justement différent de Microsoft veulent rebondir sur cette question. Sinon, je passe à la question suivante. Il y a des personnes qui lèvent la main. Alors, et Antoine, vas-y. Antoine, vas-y. Oui, c'était pour répondre à la question. Finalement, il est essentiel de former les techniciens et les élus à l'utilisation numérique sur les concertations numériques. Effectivement, il y a une forme d'apprentissage à développer, faire développer. On a pu aussi voir au fur et à mesure des concertations numériques que la première fois, l'outil était pris en main, on va dire de manière un peu plus basique. Les tutoriels avaient été envoyés en amont et on n'a pas eu de blocage. Et au fur et à mesure des concertations avec les mêmes acteurs, on a vu vraiment effectivement la prise en main de cet outil de manière plus développée. Certains participants allaient plus loin, ajouter des images, créer des liens, organiser leurs idées. Et effectivement, peut-être qu'il y a cette barrière sur la première concertation numérique qu'on organise, mais si on est parfois sur des projets, sur des temps longs, et qu'on sait qu'il y en a 3, 4, effectivement, ça peut valoir le coup d'investir un peu plus de temps sur la première pour essayer de former, d'accompagner les participants, et puis derrière d'avoir une capitalisation d'autant plus grande sur chaque concertation qu'on va réaliser. Alors sur la question du Mac, je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure. On a une réaction qui dit qu'en fait, pas de problème pour les utilisateurs Mac. À l'inverse, quelqu'un mentionnait le fait que l'accès était différent, pas forcément correct sur tout le contenu. Est-ce que quelqu'un a eu ce genre de retour? Nous, c'est vrai que pour l'instant, on n'avait pas eu de problème en fait à chaque fois pour nos utilisateurs qui avaient un Mac. Je crois que notamment c'est ton cas, Antoine. Est-ce que tu as pu relever en fait ce genre de problématique? Exactement, effectivement, moi qui utilise personnellement un Mac, on a une interface qui est légèrement différente. Ça demande à l'assistance technique, effectivement, de faire la distinction. Quand une personne appelle et qu'elle a un problème d'accès via Windows ou via Mac, c'est pas exactement le même accompagnement qu'il faut réaliser. Sinon, dans l'ensemble, hormis quelques clics, quelques interfaces différents, on a très sensiblement la même chose, les mêmes affichages. Il peut effectivement, je vois dans le titre, des contenus et des visibilités légèrement différentes. Ça peut arriver, mais rien de bloquant, rien de gênant. Et puis, effectivement, la prise en main des outils est similaire. Quelqu'un qui est habitué à Mac, autant qu'il reste sur Mac pour faire la concertation numérique, il sera d'autant plus à l'aise. Merci Antoine. On a eu ensuite la question, avez-vous testé Teams avec des habitants? Alors, il me semble que pas encore, en tout cas pas pour ma part, mais je crois que c'est prévu sur des prochaines concertations. Oui, c'est ça. On va le tester à plus grande échelle sur de la concertation publique dans le cadre d'un PCAET. Donc, on vous fera un retour dessus. Mais je pense qu'aucune solution n'est totalement idéale. Après, il y a des outils plus performants que d'autres. Et on rencontre des problèmes de connexion à chaque fois, de moins en moins, mais on en rencontre à chaque fois. Là, je pense qu'on aura d'autres surprises. Je pense peut-être ce qu'il faut retenir, il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir, c'est qu'en fait, il faut se lancer, il faut essayer. Et en fait, nous, en 6 mois, on a énormément appris et on sait qu'on va encore apprendre dans les 6 prochains mois sur la manipulation et sur l'expérimentation dans la concertation dématérialisée. Et en dernière question, j'avais comment trouver les convergences avec beaucoup d'acteurs. Là, à nouveau, c'est une problématique qui est assez commune pour moi au présentiel et au distanciel. On est à nouveau dans l'idée de quels sont les objectifs qu'on se fixe et pour atteindre ces objectifs, quel est le public ciblé. Ça va vraiment être sur l'organisation. Ensuite, sachant que la convergence dans le contenu, c'est pas forcément toujours ce qu'on cherche à atteindre non plus. Donc, ça dépend de ce qu'il y avait derrière cette question, hein, mais si c'est pour réussir à mobiliser un nombre d'acteurs très important, l'idée, c'est vraiment de travailler sur quelque chose de très simple. Si c'est une convergence en termes de contenu au moment de l'animation, c'est pas ce qu'on cherche, puisqu'on cherche une diversité d'opinions pour avoir un maximum de retours.
Ensuite, on a eu une remarque, il existe un outil qui permet de comparer l'impact des réunions en ligne par rapport à celles à distance, c'est impactomètre.fr. On avait regardé aussi en effet différents éléments qui permettent de comparer. Nous, on n'est pas non plus là pour faire l'apologie de Teams ou de Klaxon, hein. On vous présente juste finalement les outils que nous, on utilise, mais il y en existe de nombreux différents et chacun s'y retrouve aussi dans d'autres. Il y en a qui vont préférer Zoom, par exemple. Nous, pour certaines raisons, on va préférer Teams, mais l'idée, c'est en effet de se faire sa propre opinion, de tester tous ces outils et puis de pouvoir voir, vous, par rapport à ce que vous cherchez, ce qui vous intéresse le plus. Si je reviens sur le board maintenant. Alors, vous avez bien participé et mis des post-it sur les différents éléments. Donc, on voit que certains sont intéressés par le forum ouvert, avec notamment, pourquoi pas, l'idée d'un projet participatif central photovoltaïque. Ou des études urbaines. Sur la fresque du climat, il y a une question, peut-on avoir plus d'informations? Alors, si les informations, c'est sur ce format, en fait, l'idée, c'est à l'aide d'un jeu de cartes, de pouvoir expliquer les différents niveaux, les différents impacts du changement climatique. On part en fait du fonctionnement, on part finalement de l'activité humaine pour venir qualifier quel impact ça a à différents niveaux en termes de changement climatique, pour revenir finalement aux effets rebonds que ça va avoir sur l'humanité. Donc c'est une circularité à l'aide d'un jeu de cartes pour apprendre les différents effets, en fait, les différents éléments en fait, qui sont concernés par le changement climatique. Et donc ça, si vous voulez plus d'informations sur le concept en lui-même, il suffit d'aller voir sur le site de la fresque du climat. Ensuite, on a eu des retours sur la cartographie participative, alors à adapter si possible à l'échelle d'un bâtiment, études de programmation, pourquoi pas, sur un marché de vélo en libre service, sur un projet d'espace public et urbain. Le jeu des 100 € pour prioriser les usages, tout à fait. L'idée, c'est quel que soit le sujet, c'est vraiment un jeu de priorisation. Et on a également des personnes qui étaient intéressées par le World Café et les rondes d'ateliers. Alors, je n'ai pas vu d'autres idées. Est-ce que vous faites d'autres concertations à distance? Nous, par exemple, on s'était posé la question, est-ce qu'on pourrait envisager des visites urbaines à distance? Est-ce que ce serait envisageable ou pas? Ce genre de choses. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées. On peut encore en discuter. Si vous avez d'autres questions également. Sinon, je vois qu'on a débordé quand même de 10 minutes. Oui, et des personnes s'en vont. Donc, si on veut lancer le dernier sondage, et on pourra aussi ouvrir un petit peu pour les personnes qui veulent discuter à la fin, il n'y a pas de souci, on est là. Donc, oui, j'avais un dernier exercice à vous donner avant que vous partiez, donc je vais le lancer tout de suite. C'était un petit sondage que je viens de lancer en 4 questions, c'est très rapide. Donc ça, je laisse ouvert, je vais le laisser ouvert 1 heure, 2 heures, il n'y a pas de souci, donc prenez le temps d'y répondre, mais je l'ouvre pour que vous puissiez le faire avant de partir. Voilà, donc en attendant, si vous souhaitez encore poser des questions, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui sont en train de partir et qui ont participé, je vous remercie à tous d'être venus. Et puis pour les autres, on est encore à votre disposition si vous avez un peu de temps. Et si vous voulez prendre la parole à l'oral de manière un peu plus directe et conviviale, voilà, n'hésitez pas. Et sinon, on vous souhaite à tous une très bonne journée en espérant vous avoir convaincu, vous avoir donné envie de vous lancer. Un petit coucou pour terminer à l'oral en allumant votre caméra aussi, voilà. ça nous ferait... Pour qu'on ait un peu de contact. Pour ceux qui sont encore présents, n'hésitez pas à allumer la caméra, quitte à ce que ça fasse tout planter, c'est pas grave, c'est la fin. Voilà. On aime bien faire ça à la fin de nos concertations et de nos webinaires. Oui, et puis pour que ça soit encore un peu plus convivial, j'invite à utiliser le mode ensemble de Teams, de cliquer sur les 3 petits points autre action et de cliquer sur le mode ensemble, et ça vous créera une salle avec tous les participants qui ont allumé leur caméra. Voilà, tout à fait, comme ça on voit toutes les têtes. Je vais mettre une capture d'écran dans le chat pour vous voyez ce que ça rend. Voilà. À quel endroit cet ensemble? Alors, c'est tout en haut, dans la barre en haut, à droite. Vous avez donc les participants, le chat, la main levée, et il y a 3 petits points. Vous cliquez sur ces 3 petits points, et ensuite, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e item, mode ensemble. Je vois qu'on a même un chat qui nous a suivis. Ah bon? Oui.
En tout cas, merci. On est vraiment très content voilà, d'avoir partagé ces éléments avec vous. Vous ayez été si nombreux aussi et de vos retours. N'hésitez pas à compléter le petit questionnaire. Et puis, on est à votre disposition pour vous en dire un peu plus si vous avez besoin. Voilà, Et puis, j'y ai répondu au tout début, mais la présentation vous sera bien sûr envoyée. Merci beaucoup. Merci à vous et puis une très bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Et merci Bonne journée à vous. beaucoup Amélie. Hein. Merci à tous les intervenants. Oui, en effet, j'ai complètement oublié. Donc, merci à Laure, merci à Benjamin, merci à Amélie et puis merci à Antoine. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir, bonne journée. On quitte là maintenant, ici.